Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Poirier Thomas, donc je travaille en tant qu'administrateur système et réseau. Bon, alors à mes heures perdues, dans mon passé, il m'était arrivé par curiosité bien entendu, d'exploiter un petit peu tout ce qui est un peu de dernière génération, comme notamment nos smartphones, qui sont des appareils de plus en plus intelligents et un petit peu, je dirais, autonome. Hein. Donc je vous montrerai au fur et à mesure de la conférence les dangers qui sont liés autour de nos smartphones. Y compris, quand je dis smartphone, je parle, pour la démonstration, je vais parler surtout des téléphones Android, qui sont quasiment le plus vendu à l'heure actuelle. Parce que oui, iPhone est trop cher. Bon, cela dit, les iPhones sont dans un même cadre, hein. Ça ne veut pas dire que iPhone ne sont pas faillibles, les iPhones ne sont pas faillibles. Ils sont plus contrôlés, certes, par rapport au Play Store, en fait, enfin du moins l'Apple Store qui est sur Apple. Cela dit, le fonctionnement reste le même. Donc moi, je vais vous montrer au fur et à mesure les alternatives du Play Store. Je pense qu'ici, tout le monde connaît le Play Store. Là, on télécharge nos applications. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a pas mal d'alternatives en tapant sur Google. Hein, tout simplement, vous tapez télécharger une application. Je vous montrerai par la suite qu'on peut trouver quand même pas mal d'alternatives au Play Store, en fait, et c'est là où le danger sera réel, malgré que voilà, Android vous laisse la liberté d'installer des applications qui vont venir autres que le Play Store. Ils vont quand même vous mettre des messages d'alerte pour vous avertir en fait d'un potentiel danger, même si parfois les messages sont un petit peu, je dirais, hors contexte en fonction de là où on va se trouver. Parce que vous pouvez tout à fait avoir un ami, un cousin, quelqu'un de la famille qui est un petit peu branché dans l'informatique et qui va créer ses applications, qui peut créer une application pour se connecter à une balance connectée par exemple, donc tout ce qui va être objet connecté maintenant. Et pourtant cette application sera détectée comme potentiellement dangereuse en fait pour votre téléphone, alors que si c'est un cousin de votre famille ou si c'est un ami de la famille, quelqu'un à qui vous avez confiance, logiquement, il n'a pas mis de code malveillant dans cette application. Mais en fait, vu que ça vient autre que le Play Store, eh ben, elle sera automatiquement détectée comme dangereuse. Donc du coup, le Play Store, avec sa magnifique interface qui nous met toutes les applications vedettes téléchargées par vous, les utilisateurs, et moi notamment. Hein. Donc en général, elles sont présentées par catégorie. Hein. Donc en tête de liste, on retrouvera toujours les applications les plus téléchargées par les utilisateurs. Donc comme là, vous pouvez voir Facebook, Snapchat, WhatsApp, Skype, ce qui est très utilisé par les utilisateurs. Donc pour en revenir au fait du téléchargement sur les alternatives, en fait, donc Google, que vous connaissez tous, qui est un moteur de recherche. Moi, je ne travaille pas chez Google, hein, je ne leur fais pas de pub. Mais quand vous tapez sur Google, en fait, les simples mots-clés télécharger une application Android, vous allez me dire oui, mais pourquoi je vais aller sur Google, taper ces mots-clés en fait, pour télécharger une application, sachant qu'il y a déjà le Play Store. Moi, si j'insiste là-dessus, c'est parce que j'ai vu de mes propres yeux, dans les débuts des smartphones, des gens qui ne savaient pas spécialement utiliser un smartphone et qui du coup en fait ils savaient qu'on pouvait installer des applications, les utiliser, alors ça oui ils le savaient, mais par contre comment ça fonctionne, des fois ils savaient pas trop en fait. Donc du coup moi je prends en exemple ma mère que j'ai vu aller sur Google et taper télécharger une application avec le nom de son application, donc ça peut être Candy Crush, Farmville, voilà des petits jeux. Donc du coup quand vous tapez en fait ces trois mots-clés pour télécharger vos applications qui, à la différence du Play Store, quand vous allez la télécharger, sera installée directement sur votre téléphone, sans stocker de fichiers. Bah, quand vous allez taper télécharger une application sur Android, donc déjà, vous allez pouvoir voir que les premiers liens qui vont venir, ça ne va pas être un lien du Play Store, en fait. Alors moi, j'insiste là-dessus parce que en fait, c'est comme si vous arrivez dans un boulevard, vous visitez une ville, et vous dites « Ah, bah j'ai faim », et puis bah, vous arrivez sur un boulevard et il y a 10 restaurants, vous ne savez pas lequel choisir. Donc vous allez rentrer dans un restaurant et qui vous a tapé à l'œil, vous allez arriver dans le restaurant, puis vous allez dire au monsieur j'aimerais bien manger en fait ce midi, donc quel restaurant vous allez me conseiller. Puis c'est comme si qu'en fait il va vous dire bah, vous avez celui là-bas, mais en fait il vous dit pas en fait de venir manger chez lui. C'est plutôt bizarre. Donc déjà en fait tout ça c'est
en fait, plutôt, je dirais, c'est un côté, je ne vais pas faire la conférence par rapport au référencement de Google, mais c'est un peu du marketing, parce qu'en fait, par exemple, je vais prendre pour FR Android qui est ici. Donc c'est une alternative sur laquelle vous pouvez télécharger des applications, mais le propriétaire de ce site, en fait, a payé Google pour que chaque utilisateur qui va cliquer dessus, eh ben, Google ramassera 2 euros. Donc c'est un peu des enchères. Donc c'est-à-dire si demain Clubic, que je pense que vous connaissez, ou UpToDown, qui est très utilisé, qui d'ailleurs, je vais vous montrer, c'est depuis ce site qu'on va télécharger une application, en fait, c'est des enchères. Donc si UpToDown dit moi je vous mets 3 euros, UpToDown il va remonter en tête de liste et vice versa. Donc le Play Store, moi ce que je trouve plutôt dangereux, c'est que Google, qui est normalement, entre guillemets, je vais utiliser le terme allié avec les constructeurs de smartphones Android pour que l'utilisateur soit vraiment au maximum renseigné pour installer une application depuis le Play Store. Normalement, dans la logique des choses, Google, qui est la même enseigne, devrait que quand on met au moins ces 3 mots-clés sur Google, le premier lien qu'on devrait avoir apparaître, ça serait le Play Store, ce qui serait logique en fait. On ne devrait pas avoir des alternatives sous prétexte, parce que alors oui, certes, ils payent une certaine prestation auprès de Google pour pouvoir être en tête de lien, mais ça, je pense que ça vous est déjà arrivé d'avoir un petit encadré en haut, et puis c'est en général ce qui est mis en avant. Mais là, ils ne le font pas. Donc ça veut dire déjà, c'est le premier danger, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, il va aller sur assistance SFR, il va en avoir marre de lire au bout de 2 minutes, il va descendre en dessous, jusqu'à temps qu'il va trouver une application qui va s'installer de manière simple, en fait, tout simplement sur son téléphone. Et le danger, il est là. Parce que, certes, quand vous êtes sur votre téléphone, vous allez télécharger l'application, vous allez avoir un message d'erreur. Donc, par exemple, pour UpToDown, vous avez bien vu, c'est exactement la même interface. J'ai limite envie de dire presque que ça pourrait être du phishing, dans le sens qu'il présente vraiment pareil que le Play Store. Vous arrivez là-dessus, vous voyez des applications. En plus, on voit qu'il y en a pour iPhone, il y en a pour Mac, il y en a pour Windows. Il y a vraiment toutes les plateformes et vous pouvez télécharger vos applications et vous allez retrouver, et vous allez même retrouver le Play Store dessus. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que vous pouvez désactiver votre Play Store sur votre téléphone et télécharger un Play Store qui viendra d'une alternative. Donc, alors là, celle-là, elle est quand même plutôt pas mal. Donc l'utilisateur, lui, il se présente sur le site, il télécharge son application, et quand il va télécharger son application, il va la récupérer sous un fichier, ce qu'on appelle un fichier APK. Donc APK, en fait, c'est une extension, hein, c'est comme les fichiers MP3, vous avez déjà vu ça, hein, c'est l'extension en fait du fichier. Donc une fois qu'il aura téléchargé ce fichier APK, il aura la possibilité du coup de l'installer sur son téléphone. Bien entendu, à la différence de tout à l'heure, vous aurez un petit message donc, du coup, qui vous demandera d'autoriser l'installation de sources inconnues. Donc par exemple, sources inconnues, ça va être pour eux justement tout ce qui est extérieur au Play Store. Dans le cas où vous allez arriver sur le site, donc là c'est sur un smartphone, voilà, donc ça va être le premier message d'alerte que vous allez avoir. C'est ce fichier peut endommager votre appareil. Voulez-vous vraiment conserver le fichier APK? Donc pour moi là c'est vraiment mal contextualisé, dans le sens que en fait peut endommager votre appareil. Je trouve que c'est un mot plutôt fort. C'est un mot plutôt fort parce qu'en fait c'est pas le fait d'avoir téléchargé ce fichier APK qui va infecter votre téléphone. C'est ni le fait de le conserver, c'est à partir du moment où vous allez l'installer sur votre téléphone que le danger va commencer à opérer. Parce que en fait le fait de télécharger le fichier APK, ça ne fera rien à votre téléphone. Hein. Vous l'avez sur votre téléphone, vous pouvez le garder pendant des mois, il ne se passera rien. Tant que vous ne l'aurez pas installé, il ne se passera rien. Mais une fois que vous allez télécharger cette application, du coup, vous allez vouloir l'installer. Pardon, excusez-moi, il est parti trop vite. Donc, du coup, ça sera le premier message du coup, venant du téléphone qui va vous dire que, donc, pour plus de sécurité, comme je vous ai dit, votre téléphone bloque l'installation d'applications de sources inconnues. Mais c'est très simple, hein, jusqu'à là, c'est le premier message, mais nous, on s'en fiche, parce qu'on vient de télécharger une application, on veut l'installer. Oh, allez, on appuie, on va pas appuyer sur annuler, parce que si on appuie sur annuler, on retrouve sur la page d'avant. On retombe sur la page d'avant. Donc ça veut dire qu'on va cliquer sur paramètres, et en cliquant sur paramètres, ça va nous mettre directement, du coup, dans l'onglet de notre téléphone, donc on n'aura pas besoin d'aller chercher dans les paramètres, hein, parce que même ça, il y a des personnes, moi ma mère, je lui dis d'aller dans les paramètres, sécurité, source inconnue, oh ça y est, elle est perdue.
Donc ça veut dire là, donc vous cliquez sur paramètres, hop, vous avez cette page qui s'affiche. Donc maintenant, pour les derniers smartphones, il y a cette petite notification qui est là, qui est, bon, j'ai envie de dire, plutôt sécurisant dans le sens que l'autorisation que vous allez donner, elle sera uniquement pour cette application. Parce qu'il y a des versions Android qui sont ultérieures, c'est OK, et puis ça sera pour toutes. Donc ça veut dire si vous cochez une seule fois la petite source inconnue, et ben ça sera toutes les applications. Donc c'est-à-dire après une erreur d'inadvertance et vous pouvez vous retrouver avec une application en fait qui n'a pas lieu d'être. Parce que vous verrez que, enfin, vous verrez plus tard dans la démonstration que une fois que l'application est installée, le pirate a la main totale sur le téléphone. Donc c'est-à-dire il pourra installer des applications venant d'ailleurs sans même que vous en rendiez compte. Et il est là le danger. Parce qu'en fait, ce danger fait que, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de virus qui tournent et qui fait un petit peu la mode, j'ai envie de dire, c'est les virus 2.0 que je vais les appeler. C'est par rapport à la crypto-monnaie, donc très dangereux. Pourquoi? Parce qu'alors avant, on va dire dans les débuts, les pirates, ils attaquaient des systèmes d'information, c'était pour détruire. C'était dans les années 90, c'était pour détruire, c'était le but d'un pirate. Maintenant, après il y a eu la petite, qui est encore valable encore à l'heure actuelle, c'est de vous espionner. Donc même des fois, c'est pas spécialement des pirates, parce que quand vous allez sur YouTube et que vous tapez des pareils hacks de téléphone Android, je peux vous garantir que vous allez en retrouver des vidéos de personnes qui vont vous montrer comment ça fonctionne, un peu, plus ou moins, même si c'est pas toujours valide. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes, même qui ne sont pas forcément des pirates, qui vont vouloir utiliser en fait ce genre d'application. C'est-à-dire de vouloir avoir une application elle-même avec un code malveillant dedans pour essayer d'espionner la personne. Un petit copain jaloux, une petite copine jalouse, voilà. En général, c'est souvent les choses comme ça. Mais bon, je tiens à préciser que c'est répréhensible par la loi, hein. Donc je vous invite vraiment pas à le faire. Donc du coup voilà, là le message il est un petit peu plus explicite. Donc il vous explique que les données de votre périphérique et vos données personnelles sont plus vulnérables aux attaques d'applications de sources inconnues. Donc en l'occurrence les applications qui viennent autres que du Play Store. Donc là alors là, ils disent en appuyant sur OK, vous reconnaissez que vous êtes le seul responsable de tout dommage subi par votre périphérique ou de toute perte de données provenant de l'utilisation de ces applications. Alors, je vais prendre le premier, c'est sur le fait des dommages, en fait, les dommages. Alors, quand je parle de crypto-monnaie, en ce moment, ce qui fait fureur, c'est qu'il y a beaucoup de hackers qui mettent un code malveillant, et plus spécialement dans le but d'espionner les personnes, mais en fait, pour faire à votre téléphone, tout simplement, des opérations de calcul. C'est le but de la crypto-monnaie qui seront envoyées. Après, bon, c'est tout un système qui est mis en place. Mais en fait, ce petit agent qui va tourner en tâche de fond est un agent qui va utiliser des ressources de votre téléphone. Donc, c'est-à-dire, bon, pour les téléphones les plus récents, ils sont relativement puissants. Donc, en général, c'est un code qui va s'adapter. Hein, pour pas que vous dites oh, bah, c'est bizarre depuis que j'ai téléchargé Facebook ou je ne sais quelle application depuis ce site, mon téléphone je le trouve super lent. Ça peut être une cause qui fait que vous allez la désinstaller pour les personnes qui auront une présence d'esprit. Mais il y a des personnes, bah, il est lent, hein, c'est comme ça, donc du coup ils vont le laisser. Mais le problème c'est que je pense qu'ici vous l'avez tous fait, moi le premier. On n'a plus de batterie sur notre téléphone, mais on doit passer un coup de fil ou on doit utiliser notre téléphone hein, pour X raisons. Alors on va le laisser allumer, on va le charger et on va l'utiliser en même temps. Alors là, je pense que vous avez déjà vu pour certains téléphones, limite derrière on va bientôt pouvoir faire cuire un œuf tellement que ça chauffe. Donc voilà. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, il y a des applications comme notamment Skype, tout ce qui va être visio, les choses comme ça. Quand vous faites un appel visio, ça utilise pas mal de ressources. Et le problème, c'est que dans le cas où vous vous retrouvez avec un agent sur votre téléphone, bah, il va non seulement utiliser des ressources, vous aurez Skype qui va utiliser des ressources, le téléphone qui est en train de charger, et sans compter après les applications que vous n'avez pas fermées, qui fonctionnent encore en tâche de fond. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, des images de téléphones qui ont explosé. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai eu beaucoup de personnes me dire non mais c'est des rumeurs, c'est parce que c'est Samsung. Bon, pour les pro iPhone me disent oui c'est Samsung, voilà. Non, ça n'a rien à voir. En fait c'est tout simplement voilà. Ils veulent en venir ici en fait Samsung et tous les constructeurs de téléphones, dans le sens que si demain vous avez un virus sur votre téléphone et puis que vous êtes au téléphone et qu'il vous explose au visage, bah pour eux en fait, vu qu'ils vous ont déjà mis au moins 3 messages d'alerte, c'est de votre faute. Vous voyez un peu comment ils se protègent. Donc bon, après c'est vrai que
Moi, je trouve ça plutôt abusé un peu de leur part, parce que comme on l'a vu précédemment, en tapant télécharger des applications sur Google, hein, ou télécharger même Candy Crush, ce que vous voulez, et ben c'est pas le Play Store qui vous aura, qui va apparaître en premier en fait sur Google. Et moi je trouve ça vraiment plutôt limite malsain en fait, malgré ces images, parce qu'on le sait très bien, ça c'est comme des conditions d'utilisation, hein. Personne ne les lit, c'est comme les permissions d'une application. On télécharge un éditeur photo, mais il a besoin d'accéder à nos messages, il a besoin d'accéder, de faire des appels. Non, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu d'être en fait. Si c'est un éditeur photo, il accède à la limite à vos photos, c'est tout, puisqu'il va retoucher vos photos. Mais il a en aucun cas besoin d'accéder à vos contacts. Tout ça, ce sont des permissions abusives en fait. Et il faut vraiment contrôler quand vous installez une application, même sur le Google Play Store. Parce que le Google Play Store, bien entendu, n'est pas infaillible, comme Apple Store n'est pas infaillible, parce que c'est des humains comme vous et moi qui travaillent. Donc chez Google, ça s'appelle le Play Protect. C'est leur groupe de sécurité qui est chargé d'analyser en fait les codes les codes des applications qui vont être uploadés en fait. Hein, du coup, c'est-à-dire demain un développeur vient sur Google Play Store et peut créer ce qu'on appelle un compte développeur, donc qui paye à l'année auprès de Google à un certain tarif pour pouvoir mettre à disposition des applications payantes ou pas. Donc des fois, quand elles sont pas payantes, bon, bah, alors on se retrouve avec une application avec des tonnes de pubs. Et quand c'est une application payante, bon, bah, en général, on n'a pas de pub. Donc c'est comme ça qu'en général, les développeurs arrivent à faire leur argent. Et c'est comme ça que du coup, ils vont publier leur application sur le Play Store. Maintenant, pour passer un peu la sécurité, il y a plusieurs méthodes. Notamment, les pirates sont assez ingénieux, dans le sens qu'ils vont mettre une application sur le Play Store. Alors cette application ne fera rien. En soi, elle ne fera rien. Mais par contre, dès que vous allez la télécharger, elle va vous dire « Ah, mais par contre, pour fonctionner, j'ai besoin d'une autre application. » Et en fait, quand vous allez autoriser, eh ben, il va télécharger une application, mais qui ne viendra pas du Play Store. Et il sera là le danger. Donc en fait, c'est une manière un peu dérivée pour eux d'amener, quoi qu'il arrive, une application infectée sur votre téléphone. Parce que vraiment des méthodes pour faire installer une application à un utilisateur qui ne connaît pas spécialement, je peux vous garantir que je dirais pas c'est un jeu d'enfant, mais en réfléchissant un petit peu, on arrive toujours à trouver. Et puis les pirates, ils sont très, 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 très ingénieux. Donc le pirate, comment ça se passe? Lui, il arrive donc sur une plateforme pareille que je vous ai montré. Et lui, ce qui va l'intéresser, c'est que le pirate, quand il va se connecter sur ce site, il va télécharger l'application au format APK. Comme vous, jusque-là, tout est pareil. Vous dites, bon, bah, l'application, il a la même que moi. Mais en fait, cette application, le fait qu'il se mette sur son ordinateur, qu'il la télécharge sous un fichier APK, sur Internet, il va récupérer un petit code qui va en fait être un virus. Et ce virus, il va le mettre dans l'application et vous ressortir le même fichier APK en fait. C'est-à-dire que ni plus ni moins, il a une application. L'application, le fichier, elle est là. C'est un seul fichier. Il va faire ce qu'on appelle une décompilation. Donc le fichier, de 1, il passe à 5. Et dedans, il va y mettre son code malveillant et il recompile le tout. Et il se retrouve avec un seul fichier. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc ça veut dire une fois que ce fichier APK, il l'a généré, alors là, soit c'est vraiment très rare, soit le pirate va attaquer le site sur lequel il a téléchargé cette application pour essayer d'y remettre cette application dans laquelle il a mis son code malveillant. Ça veut dire que toutes les personnes qui viendront derrière, donc si vous avez téléchargé par exemple Coco, là, vous avez téléchargé Coco à midi, à midi il ne l'avait pas encore fait, mais si vous revenez à 13h, ça se trouve à 13h il leur a mis l'application virusée, et puis à partir de 13h, toutes les personnes qui vont venir télécharger l'application, ils seront infectés. Comment ça va fonctionner? Donc en soi, l'application, elle fonctionne toujours pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune altération sur l'utilisation de l'application, vous le verrez après. Donc l'application, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la lancer, une fois que vous l'avez installée sur votre téléphone. Vous allez la lancer et elle va générer un trafic. Et ce trafic, en fait, qui va être généré, c'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de l'éditeur photo, qui est, je trouve, un très bon exemple, un éditeur photo, logiquement, il n'a pas besoin de se connecter à Internet. Modifier les photos, c'est en local, hein. Enfin, c'est sur son téléphone, les photos, on les possède sur notre téléphone, on fait modifier comme l'éditeur qu'on a nativement dans notre téléphone, et on pourra modifier, mettre un filtre, rajouter, découper, enfin rogner la photo, tout ce qu'on veut. Donc là, déjà, l'application va générer un trafic. Donc déjà, dans le cadre d'un éditeur photo, si vous voyez des petites flèches qui fonctionnent entre le réseau au moment où vous lancez l'application, c'est bizarre déjà.
Déjà, c'est les premiers signes en général. Je ne dis pas pour toutes, parce qu'il y a des applications qui nécessitent des mises à jour. Il y a des applications qui nécessitent une connexion Internet. Donc, ce n'est pas pour toutes. Mais du coup, c'est encore mieux dissimulé dans une application, bien entendu, qui utilise Internet. Puisque pour quelqu'un de vraiment méfiant, au pire, il va se dire bah, c'est bizarre, pourquoi ça veut se connecter à Internet, mais au final, son application a besoin d'Internet. Mais pour un éditeur photo, ce n'est pas vraiment valable. Donc, une fois qu'il a envoyé ces informations, donc, dans le code malveillant, en fait, il veut détourner vos informations et il les renvoie vers un serveur. Un serveur que le pirate aura soit piraté, ou soit sinon ça sera ce qu'on appelle une redirection. Et en fait, à chaque fois, il va mettre à jour son adresse IP de là où il veut se mettre. Donc il pourra se mettre sur un point du McDo, actualiser en fait, la synchronisation entre ce serveur et cette adresse IP, et en fait, les données vont arriver directement jusqu'au pirate. Donc lui, c'est très simple. Après, le pirate, lui, il est derrière. Quand il s'est connecté à son serveur pour pouvoir récupérer les informations, bah, c'est très simple. C'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir accéder et lancer des commandes et télécharger des tas de fichiers qui sont privés, hein, qui vous appartiennent, qui n'ont rien à faire en fait et qui n'ont pas à aucun moment sortir de votre téléphone. Le pirate, il aura accès à vos données. Donc comme je vais vous montrer dans une démo juste après, le pirate, il pourra vraiment accéder à vos téléphones comme si vous l'avez comme s'il l'avait dans ses mains en fait, hein. C'est-à-dire il pourra télécharger vos messages, il pourra télécharger vos photos, il pourra envoyer des SMS à votre place. Alors envoyer des SMS à votre place, vous allez dire mais pourquoi? Bah, parce qu'en fait, les pirates, si vous êtes 200 000 personnes dans le monde à avoir téléchargé son application, il va envoyer des SMS à des numéros surtaxés en fait, qui lui permettra de récupérer de l'argent. Donc ça veut dire s'il a fait ça à 200 000 personnes, alors c'est des sommes vraiment minimes, hein, ça va être peut-être 1 euro pour 10 SMS envoyés. Mais c'est 1 euro, voilà, 10 SMS envoyés sur chaque personne. Maintenant, en plus, les SMS, personne ne fait vraiment attention. On a SMS illimité, on se dit, bon, voilà. Mais non, c'est-à-dire que le pirate va envoyer ces SMS vers des numéros surtaxés. Et c'est ce qui va déjà vous mettre un peu froid dans le dos quand vous allez recevoir votre facture et que vous allez voir que vous avez 300 euros de facture alors que normalement vous avez un forfait à 2 euros chez Free par exemple. Vous allez dire bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés où les 298 euros? Bah, ils sont passés sur les serveurs en fait. Donc ça sera tous les SMS qu'ils ont été envoyés par le pirate. Il peut déclencher le micro à distance aussi. Donc si dans le cas de la petite amie jalouse ou le petit ami jaloux, voilà, il va commencer à écouter, savoir ce qui se passe autour. Pareil pour les caméras, hein, parce qu'il peut lister les caméras. Maintenant on a une caméra devant, une caméra derrière. Donc ça va être pour lui un moyen de vous observer. Il peut vraiment faire des tas de choses. Jusqu'à vraiment, des fois on se dit est-ce qu'on est encore maître de notre téléphone? Donc c'est ça qui est très dangereux. Donc moi bien entendu je conseille toujours pour les bonnes pratiques. Premièrement, pour en revenir sur le Play Store, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des humains qui travaillent, ils ont des problèmes comme tout le monde je pense. Par rapport à ça, ça peut passer à la trappe. Pareil pour Apple Store. C'est-à-dire que Apple, certes, il va vraiment cantonner l'utilisateur à ne télécharger rien d'autre venant de l'Apple Store, contrairement au téléphone Android. Mais sur l'Apple Store, c'est pareil. Un développeur vraiment fort sera capable de mettre un code malveillant dans une application et utiliser une faille en fait du téléphone, des téléphones iPhone, sur les téléphones iPhone, pardon. J'ai vraiment du mal avec cette marque, hein. Après, cela dit, il y a des attaques qui restent, pour pas rentrer trop dans ce sujet-là, mais il y a des attaques qui restent au même titre que pour les iPhones que pour les Android, ça sera les points d'accès Wi-Fi. Par exemple, tout à l'heure, vous dites, bon, bah, moi, j'irai jamais télécharger une application sur une alternative, mais par exemple demain vous êtes dans un cadre où vous n'avez pas de réseau, vous avez un point d'accès Wi-Fi à disposition. Ce point d'accès Wi-Fi, vous allez dire bon bah, c'est le seul que je capte, je vais me connecter dessus. Mais en fait les points d'accès Wi-Fi publics, faut être très méfiant par rapport à ça. Parce qu'un pirate est capable de mettre un point d'accès Wi-Fi. Mettre un point d'accès Wi-Fi ça prend peut-être 10 minutes. Ce point d'accès Wi-Fi on peut le nommer comme on veut. Moi je vais vous raconter une petite anecdote, bien sûr à ne pas reproduire. J'avais mis un point d'accès que j'avais appelé Google Wi-Fi. Ah, je les ai mis en Google. Alors du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais tester. Donc j'étais avec des amis, on s'est dit, on va voir combien de personnes va tomber dans le lot. On s'est mis dans une gare. On avait un PC portable, on a mis en place un point d'accès qui s'appelait Google Wi-Fi, puis en plus on avait fait les choses plutôt propres parce qu'on avait mis les couleurs de Google, on avait mis un petit point d'accès Wi-Fi
vous savez, le petit émoticône Wi-Fi quand on se connectait sur la page, c'était aux couleurs de Google, tout était à leur effigie. Et en fait, la seule restriction pour pouvoir utiliser ce point d'accès Wi-Fi, nous, c'était dans notre cas, c'était de récupérer une adresse mail et une adresse et un mot de passe. Donc déjà, normalement, un point d'accès Wi-Fi qui vous demande un email et un mot de passe, ça sent mauvais. Parce que, à part si bien entendu c'est des points d'accès où au préalable vous avez rempli un formulaire et vous êtes enregistré dessus, ça peut être tout à fait plausible. Mais un point d'accès Wi-Fi comme ça, c'est comme si demain vous trouvez SNCF Gare gratuit, pardon, et quand vous allez vous connecter dessus, il va vous demander un mot de passe. C'est impossible. C'est impossible. C'est des points d'accès Wi-Fi gratuits. À la limite, vous allez accepter des conditions d'utilisation avec un débit de 20 minutes. Je crois en général, c'est comme ça dans les gares. Mais à aucun moment il va vous demander un identifiant, un mot de passe. Et nous, on a laissé ce point d'accès Wi-Fi tourner pendant à peu près 2h30, je crois. En 2h30, il y a eu quasiment presque 50 personnes qui se sont connectées, qui ont renseigné un identifiant, un mot de passe. C'est quand même énorme. Hein. En 2h30 de temps, bon, en plus, c'était pas comme une gare à Paris, gare de l'Est ou gare Saint-Lazare ou gare de Lyon. C'était pas une grande gare comme ça, c'était une grande gare d'une ville où il y a quand même pas mal de passages, mais voilà, les gens ont renseigné leur identifiant et leur mot de passe en se disant bon, allez hop, j'ai pas d'accès 4G, alors il me faut un point d'accès Wi-Fi, c'est le mieux que je capte, je me connecte dessus. Ils se sont connectés dessus, ils ont laissé un identifiant, un mot de passe, donc premièrement toujours sécuriser toujours son compte avec un smartphone, ça c'est le point d'accès, c'est la base. Mais par rapport au point d'accès, là où je veux en venir aux applications, c'est que on reprend ce même contexte, on le nomme comme vous voulez, et ce point d'accès Wi-Fi, on va vous dire, bah, pour utiliser ce point d'accès Wi-Fi, vous devez télécharger cette application. Et ben on se retrouve dans le même cas en fait. Vous vous retrouvez à télécharger une application qui vient autre que du Play Store en fait. Pour les iPhones, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le jailbreak, je ne sais pas si ça vous parle, c'était en fait pour pouvoir installer des applications venant autres que l'Apple Store. Donc ah oui, ça marchait bien, mais dans certains cas, donc c'est là, eux aussi, ils se protègent de ce côté-là. Demain, vous jailbreakez votre iPhone, je suis quasiment quasiment sûr qu'il est plus garanti. Demain, vous le cassez, vous allez chez Apple, oui, mon téléphone il marche plus, même si c'est un écran, hein, ça va être autre chose. Hein. D'accord, ils vont regarder, ils vont voir qu'il est jailbreaké, ils vont dire monsieur, ça rentre pas dans la garantie, votre téléphone a été jailbreaké. Et malheureusement, vous pouvez rien faire en fait, parce que c'est des conditions d'utilisation que personne lit pour les 3 quarts du temps. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser cette application. On s'en fiche de savoir ce qui va s'en découdre. Et puis en général, pour les gens, c'est quand même un monde parallèle en fait. On ne se dit pas qu'il y a quelqu'un, un gamin de 15 ans ou même une personne à l'autre bout du monde qui est derrière et qui attend le moindre faux pas pour essayer de nous pirater. Bah, malheureusement, si. Il y en a beaucoup des gens comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a des gens, ils font ça toute leur journée. Donc moi, je reconseillerais toujours les bonnes pratiques. Ça sera de jamais télécharger une application autre que le Play Store, bien entendu. Surtout ne pas télécharger des applications peu connues ou peu téléchargées sur le Play Store, parce que des fois sur le Play Store, vous allez trouver des applications en bas de page. Et ces applications en bas de page, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça va être un monsieur qui fait coucou quand on clique dessus. Enfin, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment de sens. Je pense pas que c'est nécessaire d'installer ça sur son téléphone, même quand on a des enfants. Donc voilà, ça c'est le genre d'application. Il faut vraiment contrôler et surtout contrôler les permissions. J'insiste vraiment là-dessus parce que les permissions abusives, c'est toujours... c'est pas normal que, comme je vous dis, un éditeur photo veut avoir accès à tout votre téléphone, à vos listes de contacts, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc les applications, il faut vraiment contrôler quand elles rentrent sur votre téléphone et bien entendu dans le cas où par exemple vous avez un ami qui est développeur et puis qui a envie de faire une petite application et qui a envie de vous la faire essayer parce que vous avez un téléphone différent du sien, si vous lui faites confiance, après voilà, c'est libre à vous. Hein. S'il n'est pas mal intentionné, logiquement, si l'application lui-même l'utilise, il ne va pas s'auto-pirater, je pense. Hein. À part si ça l'amuse, hein, il y a des gens qui le font. Bon, c'est bon, du coup j'ai réussi à mettre l'application sur le téléphone. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir d'ici. Donc là, je sais pas, désolé pour les personnes du fond, je pense que vous n'allez pas trop voir. Je vais montrer au premier rang. Donc là, c'est le premier message que je vous montrais tout à l'heure dans la conférence. Donc là, on arrive à l'écran des permissions. C'est celui qu'on passe tout le temps. C'est ce qu'il y a écrit installer. Nous, nos yeux, on voit quoi? Installer. Oh, installer, c'est ce que je voulais faire. Ça tombe bien. Donc voilà, donc là, moi, je vais l'installer. Donc là, on voit bien que dans le cadre d'une application de messagerie, c'est normal qu'ils puissent prendre des photos, puisqu'on envoie des photos parfois par message, et on a la petite notification de pouvoir envoyer une photo prise sur l'instant T.
donc la modification des contacts, enregistrer des fichiers audio, là on commence à devenir un petit peu bizarre. Accéder à votre position approximative, je ne vois pas pourquoi, envoyer des SMS qui est logique, après bon voilà, et on en retrouve plein, appeler et tout ça. Donc moi je vais l'installer. Et là, donc du coup bon, c'est la première configuration, j'aurais même pu, si je voulais, la mettre en application par défaut et utiliser que celle-là, c'est-à-dire maintenant j'utilise que celle-là, mais là je vais pas le faire, bien entendu. Voilà, donc hop, non merci. Donc là j'ai accès à l'application, fonctionne, elle tourne normal, et là derrière qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a une session, donc il y a des informations qui ont transité. Donc le pirate lui, même si je reviens au menu d'accueil, ça ne change rien. Donc je repose mon téléphone, voilà, je repose mon téléphone tout simplement. Et donc c'est là que le pirate il va commencer à interagir du coup ici. Et donc là, en mettant help pour demander quelle commande on va pouvoir faire, bah déjà là vous en avez pas mal. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc là on peut faire des screenshots de l'écran, pour voir ce que la personne va faire. On peut enregistrer le micro, on peut même faire un chat avec la personne qu'on a piraté si on a envie de discuter un petit peu avec elle, ça peut être cool. On peut enregistrer donc du coup les vidéos, on peut faire des captures, enfin des photos du moins, avec depuis les caméras, on peut lister les caméras qui sont disponibles, on peut même lui faire jouer de la musique sur son téléphone, on peut envoyer des messages, on peut changer le mode audio, donc si on le met sur vibreur ou si on veut le mettre en silencieux, on peut le géolocaliser soit par Wi-Fi, c'est-à-dire s'il est connecté à son Wi-Fi, du coup ça va nous donner la géolocalisation de son Wi-Fi, ou même télécharger les messages par exemple. On va faire la petite copine qui veut enquêter, donc on va faire un dump SMS. Et donc voilà, donc là j'ai récupéré directement les messages, donc je vois que j'avais 303 messages dans mon téléphone, et ça me les récupère sous un format texte. Donc je sais pas si je vous l'affiche, peut-être que j'ai des messages, on va éviter. Si j'aurais voulu lister tout le contenu, donc là, par exemple, voilà. Donc là, je suis à la racine du téléphone. Donc je vais choisir là vous le voyez pas, mais je vais choisir le répertoire download. Donc je vais vouloir aller dans le download. Donc une fois que je suis ici, bah, j'aurais très bien pu faire un ls. Et bah là, du coup, on retrouve toutes les musiques que j'aurais pu télécharger. La personne, elle est vraiment libre de se balader dans le téléphone et d'y faire vraiment ce qu'elle veut en fait. C'est-à-dire, elle aura même, elle veut de l'info sur votre système. Elle veut savoir quelle version d'Android vous utilisez. Bah voilà, elle va regarder, elle tape sysinfo. Hop, on voit que moi c'est un Android 7.0. Donc ça veut dire après, elle pourra adapter vraiment son attaque et vraiment plus en détail. Vraiment vous rendre la vie difficile. Enfin, difficile dans le sens que vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite. Mais un piratage comme ça peut amener à une usurpation d'identité. Ça peut amener à vraiment beaucoup de choses qui peuvent aller très très loin. Donc ce que je vous le souhaite bien évidemment pas, mais faut vraiment être méfiant avec les applications, voilà, qui viennent de nulle part, parce que comme vous le voyez, il y a une multitude de choses qu'on peut faire, et un pirate qui fait ça toute la journée, j'ai envie de vous dire, et il est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Il est vraiment libre de faire ce qu'il veut. On a bien peur, comment se protéger? Bah, c'est très simple, comme je vous ai dit, les bonnes pratiques, il faut pas les négliger. Donc, par exemple, des fois, ça peut être un peu embêtant de lire, de regarder les permissions, de faire attention à tout, mais c'est primordial en fait, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un éditeur photo qui a besoin d'accéder à vos SMS, à vos contacts, des choses comme ça n'a pas lieu d'être en fait. Ça n'a vraiment pas lieu d'être. Donc, vraiment, la meilleure méthode et le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que le risque zéro n'existe pas malheureusement. Le risque zéro à l'heure actuelle, ça n'existe pas. J'ai même fait des tests et c'est dommage. Je vous ai pas montré. J'avais mis un site, une alternative au Play Store, pareil, juste pour copier un peu, pour voir jusqu'à où ça pourrait aller sur les gens, le fait qu'ils aillent cliquer dessus. J'ai mis des antivirus dessus, des antivirus qui sont disponibles sur téléphone, dans lequel j'ai mis un code malveillant.
l'antivirus n'a même pas détecté qu'il y avait un code malveillant dans lui-même en fait. C'est quand même plutôt on va loin, hein, on va loin sur ça, on va loin. Donc vraiment télécharger des applications qui sont où les développeurs sont connus, par exemple sur le Play Store, vous voyez souvent Peggy 3, des choses comme ça. Ça c'est mieux de télécharger des applications de personnes connues où il y a des millions et des millions de téléchargés. D'applications que l'application a été téléchargée, qu'elle est tout en bas de la page et se dire oh mais c'est la même et puis au final il y a peut-être 500 utilisateurs ou peut-être 1500 utilisateurs qui l'ont téléchargé. Il y a beaucoup plus de risques que cette application-là soit malveillante que la première. Oui. Oui, j'aurais 2 questions. Oui. La première, c'est là vous parlez de téléchargement d'applications. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour infester, par exemple, c'était très bien ce que vous avez mis sur les points Wi-Fi. Oui, les points Wi-Fi. Oui. Ça va pas être un moyen d'infection à part pour Apple. Par exemple, il y a eu une faille pendant un certain moment qui concernait le navigateur, qui est Safari, c'est ça. Et en fait, qui permettait, dans le cas où vous vous serez retrouvé sur un réseau Wi-Fi, si un pirate était avec vous sur ce réseau Wi-Fi, il aurait pu prendre le contrôle éventuellement de votre téléphone à cause d'une faille du navigateur. Ça reste relativement rare. Parce qu'elles sont patchées assez vite, ils ne laissent pas ça traîner pendant des heures, ils vont en général apporter un correctif pour éviter que les utilisateurs se fassent piéger. Maintenant, sur les réseaux Wi-Fi, vous pouvez très bien être victime de ce qu'on appelle le man in the middle, donc l'attaque de l'homme du milieu en fait, c'est-à-dire il va se placer entre vous et la sortie internet, et c'est en fait le trafic qui passera forcément par lui avant que vous alliez visiter internet. Donc si vous tapez des mots de passe, il pourra relever vos mots de passe, et vice-versa. Mais ça s'arrêtera vraiment que dans ce cas-là. Ça ne sera pas dans le cadre où il pourra télécharger vos messages ou envoyer des SMS à votre place ou télécharger vos photos. Par rapport à une attaque comme ça sur un réseau, il ne pourra pas. Il pourra juste analyser à la limite ce qui se passe et quel site vous allez visiter. Voilà, ça s'arrêtera là. Donc ça veut dire le pirate doit, pour avoir vraiment un succès, il faudrait qu'il ait une application pirate dans le téléphone. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce que, parce que là vous avez mis tout ce que peut faire un pirate, est-ce qu'il pourrait, par exemple, si on a le téléphone, qu'on l'éteint, est-ce qu'il peut le rallumer ? Non. Est-ce qu'il peut, par exemple, si on est en mode avion, est-ce qu'il peut retirer le mode avion ? Non plus, parce qu'en fait, le mode avion va couper instinctivement toutes les données transitant entre vous et Internet. Et en l'occurrence, du coup, il n'y a plus de données qui s'échappent de votre téléphone, donc le pirate n'a plus accès à votre téléphone, puisque c'est le seul chemin qui fait qu'il arrive à votre téléphone, c'est Internet. Mais il peut tourner quand même, par exemple, ouvrir le micro, enregistrer les données le temps que le mode avion soit retiré. Non, parce que justement, c'est en fait, par exemple, quand là, dans le cas où j'aurais envoyé un enregistrement de micro dans un délai, parce que il a un temps par défaut le programme, donc il enregistre par exemple pendant 60 secondes. Si je l'aurais mis d'enregistrer pendant 15 minutes, mais que pendant ces 15 minutes vous avez coupé votre téléphone ou mis en mode avion, ça va interrompre et moi je vais juste avoir enregistré que le temps où vous n'étiez pas en mode avion tout simplement. Donc le fait qu'il ne soit pas connecté à Internet, parfois c'est même des fois dans des entreprises, certaines entreprises ont des ordinateurs ou des environnements qui ne sont pas reliés à Internet pour éviter ce genre d'intrusion en fait. Et la dernière question, c'est pour les MMS, lorsqu'on est déconnecté d'Internet, on voit qu'il y a quand même, il se remet automatiquement sur le réseau. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire quand vous recevez un MMS, oui. Quand vous êtes déconnecté d'Internet, eh bien ça fait une connexion. Ah oui, d'accord, ok. Oui. C'est l'échange, oui, parce que le MMS et du coup va utiliser un petit peu plus de débit déjà premièrement, et en plus du coup vu qu'il y a des données, donc des images en général, le MMS, des fois ça peut être un message un petit peu plus long, c'est un autre format. Mais normalement, si vous n'êtes pas connecté, si vous-même vous avez déconnecté, vous avez enlevé les données mobiles, données mobiles, exactement. Ça, vous l'avez tous vu pour les utilisateurs Android quand vous baissez votre barre de notification. Normalement, si vous avez enlevé les données mobiles, vous ne pourrez pas avoir accès à un MMS en fait, parce que ça équivaut à une connexion Internet. Vous pouvez applaudir Thomas. Merci Thomas. Merci beaucoup.